Assistance aux couches démunies, voilà à quoi sert un service. 5 millions de francs CFA, c'est le montant qu'a faire cet après-midi la coordination des femmes solidaires du Mali à l'association des femmes combattantes du cancer. C'est là grâce à l'émission Grain de Midi de l'ORTM. Assistance aux couches démunies, voilà à quoi sert un service social. Il en existe presque dans tous les établissements hospitaliers de nos jours. Celui du CHU du Point-G connaît des difficultés à suivre dans ce journal. C'est cet aliment de forte consommation au Mali à cause de sa valeur sociétale et surtout de sa richesse en vitamines selon les nutritionnistes. Il s'agit bien du haricot qui joue aussi un rôle important dans le cousinage à plaisanterie. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à ce rendez-vous d'information sur votre chaîne de proximité ORTM2. Nous ouvrons ce journal par ce élan de solidarité. L'Association des femmes combattantes du cancer reçoit un chèque d'une valeur de 5 millions de francs CFA, un geste de la coordination des femmes solidaires du Mali. La coordination a également remis 250 000 francs CFA à 2 malades. Cet élan de solidarité a été rendu possible grâce à l'émission Grain de Midi qui avait reçu l'association dans le cadre du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. La cérémonie de remise était présidée par le directeur général de l'ORTM. C'était en présence de notre reporter Bakari Kabadjakiti. La solidarité n'est pas un vain mot. Voilà ce qu'a compris la coordination des femmes solidaires du Mali à travers la remise de 3 chèques. Le premier chèque est destiné à l'association des femmes combattantes du cancer d'une valeur de 5 millions. 2 autres chèques de 250 000 ont été remis à 2 malades. Ces appuis ont été obtenus grâce à l'émission Grain de Midi de l'ORTM. C'est le lieu pour moi vraiment de saluer d'abord cette belle initiative pour venir en appui à ces femmes. Donc je crois que nous sortons du mois de la solidarité et c'est vraiment l'occasion pour moi, au nom du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration, au nom de tous les travailleurs de l'ORTM, pour saluer cette très belle initiative. 3 chèques géants, vous l'avez dit. Un premier chèque géant d'une enveloppe de 5 millions de francs CFA à l'adresse de ces femmes. Ensuite, nous avons vu 2 jeunes, une dame et un monsieur, tous des malades, qui ont eu la chance aussi de bénéficier d'un appui. Et c'est le lieu pour moi aussi de lancer un appel à toutes les bonnes volontés. La Forçat civile, qui est membre de l'Association des femmes combattantes du cancer, a inscrit les actions de ce genre dans ses activités. Le cancer du sein ne concerne pas que les vieilles femmes, ça concerne aussi de très jeunes femmes, on s'en est rendu compte. On leur a demandé leur programme d'activité, ils nous ont proposé un TDR, ils veulent faire un atelier qui allait coûter environ 5 millions et quelques. C'est de là qu'est parti l'idée de leur financer l'atelier pour générer des ressources pour leur association, créer de l'emploi et aussi les aider dans leur programme d'activité. La manière dont elles ont organisé, je n'en doute point. Je suis sûre que nous avons financé un très bon projet et que d'ici l'année prochaine, d'ici le mois d'octobre 2023, Inch'Allah, elles seront en mesure de financer d'autres ateliers avec ce même fonds. Les bénéficiaires se réjouissent de ces appuis. Nous sommes très émus pour cet acte-là et nous remercions vraiment Aïchi Baba qui est à l'origine de cet acte-là. Ensuite, la coordination des femmes solidaires. Vraiment, nous les remercions beaucoup et nous leur disons bon vent et puis à la Koussara quoi. À demain, à Djarane. Je suis très contente de cet appui. Je rends grâce à Dieu et je remercie l'ORTM. Mon fils m'aidait dans mes activités. Il a trouvé l'accident et nous demandons de l'aide à tout le monde. La solidarité est une valeur cardinale du pays. C'est pourquoi la direction générale de l'ORTM compte déployer des efforts pour soutenir tant soit peu les démunis.
Dans chaque établissement hospitalier, il existe ce qu'on appelle un service social. Il s'agit d'un fonds qui permet à la direction de l'établissement d'assister les malades se trouvant dans une précarité absolue. Dans certaines structures, le service social souffre le martyre. C'est le cas, par exemple, au CHU du Point-G où l'une de nos équipes s'est rendue. Nous retrouvons Bakari Kabadjakiti. Dans le système sanitaire, le service social est un maillon essentiel. Il permet au personnel soignant de mieux accomplir leurs tâches auprès des patients. Le service social du centre hospitalier est un service qui œuvre ici pour l'accueil des malades, l'écoute des malades, l'orientation, pour leur prise en charge. Le service social aussi fait la prise en charge médicale et psychosociale des malades. Le service social profite aux patients indigents, immatriculés à l'ANAM, aux patients non immatriculés à l'ANAM. Il y a d'autres cas aussi, d'autres patients qui bénéficient, c'est des patients qui sont arrivés en situation d'urgence, c'est-à-dire des patients qui sont ramassés par les sapeurs-pompiers dans la ville. En ville, donc, automatiquement, ça devient une propriété pour nous. En plus de l'accueil et de l'orientation, le service social intervient beaucoup dans la prise en charge des patients en manque de moyens. La prise en charge des cas qui se présentent, il y a le service social d'abord qui est impliqué pour la prise en charge, en fonction de la disponibilité de ressources que nous avons. Deuxièmement, il y a la direction de l'hôpital qui est là, qui nous épaule aussi. Et puis il y a l'ANAM en troisième position qui est là pour faire la prise en charge des malades. Oui. Peu importe le nombre, la prise en charge des cas sociaux est importante car elle cadre avec le caractère humanitaire des structures sanitaires. Il y a toujours des points de satisfaction, même si cette satisfaction n'est pas totale. Je suppose lorsqu'on arrive d'assurer la prise en charge, ne serait-ce qu'un seul démuni, et après lui assurer une réinsertion sociale, il y a lieu de se satisfaire de quelque chose. Et ceci, nous le faisons à longueur de journée, avec l'aide de l'État, avec l'implication de tout le personnel du service social et avec l'aide de certains partenaires. La première grande difficulté, c'est de pouvoir assurer une prise en charge à ces patients démunis tout en restant conforme à ce que dit la loi. Vous savez, l'État a défini un certain nombre de mécanismes à travers lesquels la prise en charge s'effectue. Il est supposé que lorsque le patient démuni arrive dans notre structure, il doit être porteur d'un certain nombre de documents permettant sa prise en charge. Mais malheureusement, ce sont des patients que l'on retrouve dans les coins de l'hôpital, qui viennent en urgence déversés par la protection civile sans aucun document. Et le grand problème qui se pose à nous, comment assurer sa prise en charge? S'il n'est pas pris en charge, c'est une non-assistance à une personne qui est en danger, mais s'il est pris en charge aussi, les frais inhérents à cette prise en charge doivent être justifiés. Les difficultés, quand même, chez nous, c'est énorme. C'est énorme. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de difficultés, ça, c'est les malades qui sont immatriculés à l'ANAM. Mais tous les cas sociaux qui viennent qui ne sont pas immatriculés à l'ANAM, généralement, c'est des cas sociaux qui ne répondent pas qui n'ont pas d'accompagnant. Bon, qui va secourir ce patient? C'est le service social. J'ai moins de charges maintenant. Souvent, on n'arrive pas à avoir de médicaments sur place. Je suis très content. Le service social nous appuie vraiment. Le personnel du service social du CHU du Point-G reçoit 1200 patients par an, d'où la nécessité d'accompagnement de cette unité par l'État et ses partenaires.
C'est ce qui nous amène à faire le rapport journalier de la maladie à coronavirus. Sur 301 tests réalisés, on note à ce jour 2 cas positifs, 6 guéris, 0 décès. 9 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Sur un tout autre sujet, au Mali, les haricots est un aliment de forte consommation à l'occasion des cérémonies de baptême. Cet état de fait s'explique par le fait que cet aliment serait porte-bonheur et joue un rôle essentiel dans le cousinage à plaisanterie. Outre les cérémonies de baptême et de sacrifice pour les morts, le haricot sert d'aliment de base pour bon nombre de Bamakois qui se régalent généralement au niveau des gargotes pendant la nuit. Selon les nutritionnistes, cet aliment est riche en vitamines. Aruna Kiadamili. Considéré comme un don divin par certains et aliment rassembleur par d'autres, le haricot est le plus offert dans nos différentes cérémonies. Selon la tradition, le haricot est porte-bonheur. C'est pour cela que lorsqu'un visiteur coïncide à ce plat prêt, il se sert même si c'est en petite quantité. Le haricot est un aliment très précieux chez les Malinké. Autrefois, on ne préparait rien d'autre que le haricot lors des cérémonies. Pour les grands événements, précisément la nuit du 19 du 9e mois, qui est une nuit spéciale, tout le monde mangeait ensemble et faisait des bénédictions pour l'année prochaine. Ce qu'il faut retenir de l'histoire du haricot. Après quand même les bonnes récoltes, après un hivernage fructueux, qui se mettent vraiment à manger quelque chose qui venait vraiment à satiété de tout le monde, parce qu'en ce moment, on est rempli. Parce que c'était l'apport protéinique qui venait en compensation de toutes les pertes pendant l'hivernage. Donc, de fil en aiguille, on a les religieux aussi bien que les gardiens des totems ont pensé que même en introduisant entre nous qui va servir de mets, de ralliement, de rassemblement, donc il faudrait que ça passe dans nos mœurs, quoi. En temps de conflit, faire don de haricots est signe d'apaisement dans notre société. Autrement dit, la tension ne peut perdurer entre les Sinangou. On peut dire qu'il a plusieurs valeurs. Il est très important dans notre société, surtout la société malienne. Il est permis de donner du haricot à son Sinangou parce que le haricot a un côté traditionnel aussi. Je peux dire que c'est un instrument du cousinage à plaisanterie. Les différents cousins l'utilisent pour se chamailler, se saboter, même s'amuser avec. Ça permet également de baisser les différentes tensions sociales entre les individus. Originaire de l'Amérique du Sud, le haricot est riche selon les spécialistes. Les haricots sont riches en protéines. Ça, c'est en première position, c'est extrêmement important. Et c'est riche aussi en fibres alimentaires. Les fibres alimentaires jouent un rôle extrêmement important dans l'alimentation. Au-delà de ce que nous observons comme manifestation culturelle, manifestation sociale, les haricots aussi jouent aussi une fonction symbolique pour les membres de la communauté. Vous n'allez pas sans savoir que dans certaines situations, on dit quand vous arrivez et que vous trouvez les gens en train de manger des haricots, il faut forcément manger quelque chose. Il faut prendre par exemple une tartine. Ça, on le fait parce qu'on dit que le haricot, c'est aussi un porte-bonheur. Si les Djara et les Koné refusent sa paternité, il est tout de même consommé par la majorité de la population malienne. Au-delà de son aspect culturel, social et nutritif, le haricot est digeste et facile à préparer. Le sac à main occupe une place de choix dans la parure des femmes. Il est difficile, voire impossible pour certaines grandes dames de s'en débarrasser. Toutefois, en savoir davantage sur le contenu n'est pas chose aisée dans tous les cas. Chacune voulant garder secret le sien. Idrissa Oumar Maïga. Rare de voir une femme à Bamako ou qu'elle parte sans un sac à main. La curiosité de chacun et de tous est de savoir exactement le contenu des sacs à main. Certaines femmes nous confirment qu'il n'y a rien d'extraordinaire ou de grave dans les sacs à main des femmes. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Bon, pour moi, par exemple, il y a un Coran là-dedans, chapelet et parfum aussi.
et puis un peu d'argent. Ça, j'ai besoin de tout ça. Le Coran, j'ai besoin de ça. Le parfum aussi. Notre sac contient des chewing-gums, parfums et beaucoup de choses. Parce que c'est quelque chose qu'on garde nos choses dedans. Véritable fourre-tout, ces sacs contiennent très généralement des effets personnels de la femme comme des parfums, de l'argent, des boîtes de maquillage, des téléphones, des pièces d'identité ou des choses pour sa protection mystique avec notamment le citron et j'en passe volontiers. Pour les femmes, les sacs à main ont une grande importance à leur endroit. Le contenu des sacs des femmes, moi je peux dire qu'il n'y a pas grand-chose. Si c'est un petit calepin, un stylo, une boîte de maquillage et un portefeuille contenant quelques jetons. Non, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de gris-gris. Le sac à main d'une femme, c'est très important pour elle. Ça sert de mettre certaines choses comme les parfums, les crèmes à main et d'autres choses. Même sécuriser et l'argent aussi. Non, il n'y a rien de secret dedans. Tout simplement, on porte sac à main, ça nous plaît aussi. Il est très clair, même s'il y a des gris-gris ou autre chose mystique dans les sacs à main des femmes, comme certains le pensent, celles que notre équipe a rencontrées disent le contraire. Mais attention, il ne faut jamais tenter de fouiller dans le sac à main de sa femme à son absence. Peu importe le contenu, ces sacs à main des femmes qui font aussi l'objet de parures en rapport souvent avec l'harmonie vestimentaire vont de 1000 francs à 200 000 francs CFA. Moyen privilégié de communication, le téléphone s'est imposé au fil des ans dans notre quotidien. Avec l'avènement des smartphones, l'usage du téléphone a pris une nouvelle dimension. Au premier rang des utilisateurs, la couche juvénile. En plus du téléphone, les jeunes sont aussi accros à la télévision, un état de fait qui affecte graduellement la qualité de l'éducation. Des réactions à découvrir sur le sujet, c'est dans ce reportage réalisé par Mathia Traoré. À vrai dire, je ne pense pas que ça ait un impact sur mon éducation parce que je joue que les week-ends. Et c'est comme un moyen de distraction. Je n'ai pas le temps de regarder la télévision. Par contre, je suis tout le temps sur mon téléphone portable. Quand j'ai du mal avec mes exercices à domicile, je me sers de l'Internet comme appui. Trop de liberté accordée aux enfants, le manque d'attention ou la négligence de certains parents sont entre autres explications à ce phénomène. L'accès incontrôlé à Internet s'étant démocratisé via la prolifération des cybercafés, les plus jeunes peuvent trouver le moyen de se connecter même au téléphone de leurs parents. Des parents et tuteurs sont fortement interpellés. Dans un premier temps, les parents ont démissionné en fait. Parce qu'un enfant qui n'a pas un certain âge, si on les donne des téléphones ou on les donne l'accès total à toutes les chaînes diffusées sur la télé, ça peut impacter de façon négative leur vie, leur quotidien. Bon, WhatsApp, je discute avec mes copines sur les réseaux sociaux. Nous faisons également des travaux collectifs. Bamako, à l'instar de beaucoup d'autres grandes villes du monde, est gagné par la gangrène causée par l'utilisation abusive des smartphones et de la télévision. Ici comme ailleurs, les parents accordent très peu de temps aux enfants. Quand on se promène dans la rue pour la télévision, on voit qu'il y a des postes de télévision même dans la rue. Est-ce qu'on peut parler d'éducation dans ce sens? L'éducation, c'est vrai, ça commence dans la famille et ça se propage. Je me rappelle quand on était gosse, quand tu fumes dans la rue par exemple, quelqu'un te prend, il te frappe, il t'amène à la maison pour dire à tes parents, je l'ai frappé parce que je l'ai surpris en train de fumer dans la rue. Nous devons prendre rigoureusement des précautions. Nos enfants sont de plus en plus dans le monde de l'Internet et des réseaux sociaux. La télévision et les smartphones sont devenus incontournables dans nos activités de tous les jours. Il s'agit de les utiliser à bon escient. Cependant, leur utilisation abusive et incontrôlée n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement du cerveau de l'être humain. Il n'y a pas d'anti-reflet sur les écrans, et surtout il y a des enfants qui n'ont pas des verres adaptés aux écrans aussi. Donc ça peut jouer sur la vision et par conséquent le cerveau peut être atteint. Vous savez, même si une personne passe
beaucoup de temps à observer certaines choses. Il y a les actes manqués, il y a les refoulements qui peuvent se manifester dans les rêves. Ça relève même de la psychanalyse. Il est grand temps pour certains parents d'accorder un peu d'attention aux enfants qui sont de véritables génies, notamment en matière d'utilisation des smartphones. Cela passe par une surveillance accrue de l'accès des enfants aux réseaux sociaux et à Internet. Cette nouvelle sportive avant de continuer ce journal, la Coupe de la Confédération, tour de cadrage aller. Les Djoliba ici à Bamako concèdent le nul 0-0 face aux Marocains de l'AS Fara. L'AS Real en déplacement à Estewatini obtient le nul d'un but partout contre Royal Léopard FC. Les matchs retour sont déjà programmés la semaine prochaine. Lancement de la 5e édition de la compétition nationale des seniors en taekwondo. C'était samedi à Bakoudjikourouni, en commune 5 du district de Bamako. L'initiative est de la fédération malienne dédiée à cette discipline. Y prennent part les représentants de la région de Koulikoro et bien d'autres clubs de la capitale. Le but est de préparer les participants pour les championnats mondiaux. Fatoumata Diallo. C'est parti pour la 5e édition de la compétition nationale senior de taekwondo. Une compétition qui concerne la région de Koulikoro et les différents clubs de Bamako. Cette compétition a pour but de préparer les athlètes pour bien représenter le Mali au championnat du monde senior et aux Jeux olympiques de Paris 2024. C'est toujours dans le but de mettre en jambe nos athlètes. Ça concerne les 8 catégories d'athlètes, hommes, garçons et filles, car pour mieux appréhender le résultat, il faut une implication. Donc nous allions tout faire pour maintenir le maximum de pratiquants, le maximum de combattants et trier là-dedans ce qui fait une compétition de haut niveau. Au total, 72 athlètes vont participer à cette compétition préparatoire, dont 17 femmes. Nous attendons un résultat vraiment très lisible, très plausible. Et maintenant, ce qui va nous permettre de compter énormément sur les Jeux olympiques de Paris, parce que déjà, nous sommes dans la fièvre du championnat du monde. À noter que dans une semaine, une équipe de 4 personnes se rendra au Mexique pour participer au championnat du monde. Il s'agit de Mohamed Fofana, Aïssata Sibi, Issouf Sempara, Memouna Konaté. Bonne chance aux athlètes maliens. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain sur Plétadier, sur ce même plateau et avec le même plaisir. D'ici là, restez tout simplement fidèles sur votre chaîne de proximité ORTM2. Bonsoir.